Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'été de la saison 4 de Comme d'Archi. Aujourd'hui, poursuivons sur le château de Chenonceau, dit le château des dames versus construction et style. Rappelez-vous, l'année de Marignan, 1515. Thomas Bohier reconstruit Chenonceau. Rhabillage du donjon de l'ancien manoir des Marques et, sur les piliers de l'ancien moulin, l'élévation du noyau du château. Le souhait d'un pont sur l'affluent de la Loire est déjà évoqué, mais c'est Philibert Delorme qui le réalisera pour Diane de Poitiers, excellente cavalière, avide de franchir le Cher. Déjà, la tour des Marques et le château de Thomas Bohier présentent des italianismes sur la structure médiévale à tourelles cylindriques et des toits en poivrière. Fenêtres accostées de pilastres, avec chapiteaux et entablements, moulures en cordon, horizontales, frontons logeant des coquilles et ourlés de crochets, lucarnes à gables et pinacles traités comme des candélabres. L'Italie exerce une influence sur l'art français et vice-versa, de longue date. Dès le XVe siècle, les voyages d'artistes en Italie et en France sont bien réels. Déjà, à la cour de René d'Anjou, sculpteur, miniaturiste italien, introduisait les motifs décoratifs en coquilles et les anges ou putti. Les expéditions des rois de France accélérèrent le phénomène. Charles VIII revient avec Dominique de Cortone, Louis XII et François Ier visitent villes et monuments, passent commande, achètent des modèles, des copies. Et surtout, ils attirent les artistes à la cour de France. Moyennant finance, bien sûr. Le cas de Léonard de Vinci, mort à Amboise en 1519, en est l'exemple le plus connu. Mais nous pouvons citer l'arrivée d'Andrea del Sarto, de Rosso Fiorentino, du Primatice, de Serlio, de Benvenuto Cellini autour des années 1540. Mais revenons au fameux pont de Chenonceau, car les travaux d'embellissement de Diane de Poitiers, devenue propriétaire, restent intimement liés à la mise en valeur du jardin. Philibert Delorme, qui s'est déjà distingué pour son travail au château d'Annette, auprès de la duchesse de Valentinois, rappelez-vous, est chargé du projet. Il imagine de créer un franchissement dont le point de départ serait le corridor-galerie de Thomas Bohier. Les travaux seraient engagés en 1556, année où l'architecte est présent sur le chantier. Le lit du Cher est sondé. En avril 1557, le marché de construction pour les batardeaux est signé. En effet, pour fonder les piles du pont, il faut évider l'eau à chaque emplacement de la retombée des piles. Pour cela, l'on crée un pourtour de palissade étanche, à l'intérieur duquel l'eau est évacuée, permettant ainsi de creuser le lit pour y asseoir la base des piles. Entre les piles, la navigation peut alors se poursuivre. À la fin de l'opération Batardeau, les palissades sont retirées. Le fleuve reprend son cours. Pierre Hurlu est le maître maçon du pont de Chenonceau. Les piles sont longues d'environ 5 mètres et sont construites en pierre locale dure, de schisseaux et des houdes, tandis que les arches, lancées à partir des piles, sont appareillées en pierre tendre, de bourré, Saint-Aignan et lit, le fameux tuffeau. Les pointes et avant-bec des piles sont taillées de manière à renforcer la résistance, c'est-à-dire en talus en façon de boîte.
sauf la pile du milieu. À savoir, à cette époque, je cite, « La pierre, matériau lourd, est extraite surtout le long des vallées, dont les coteaux sont de véritables coupes géologiques. Le chaland sur la rivière voisine les transporte. Lorsque s'ouvre un grand chantier, un des premiers soucis est l'entretien de la voie d'eau proche. » Souligne feu André Mussat, page 13, de l'ouvrage « Les chantiers de la Renaissance », paru aux éditions Picard en mars 1991. Le génie de l'architecte Philibert Delorme et de sa cliente, Diane de Poitiers, est non seulement de permettre la traversée du Cher, mais aussi d'augmenter la capacité d'accueil du château, en développant une galerie au-dessus du pont. Lieu de passage, salle des fêtes, salle de bal, la galerie s'était d'ailleurs imposée dans toutes les grandes demeures d'importance au cours du siècle. Citons pour exemple la galerie du Lys à Fontainebleau, réalisée pour François Ier. En outre, Philibert Delorme est héritier de la grande tradition des maîtres français, attentifs aux problèmes techniques. Il vient sur les bords du Cher pour décider des travaux de la galerie et de faire terminer le pont sur la galerie. Dans son devis, après avoir décrit l'architecture qu'il propose, il en vient aux matériaux. Il prévoit simplement de faire passer sa galerie au-dessus du Cher, à la manière du pont. Sur ce pont, long de 60 mètres, la galerie serait aussi large que le pont, soit environ 5 mètres. La galerie de Delorme à Chenonceau devait être aussi éclairée des deux côtés par des fenêtres, larges de 1,45 m et hautes de 3 mètres, situées au-dessus de la pointe des avant-becs. Ces hautes croisées devaient dépasser la corniche et faire saillie sur la toiture, nouvelle typologie que Philibert Delorme avait déjà pratiquée à Annette. En option, était prévue une pile supplémentaire pour y aménager un pont-levis. La pile du balcon devait supporter latéralement 2 petites salles, dites pavillons, disposées en saillie, destinées à abriter les commodités privées, dont les toilettes, une garde-robe et un escalier à vis pour descendre au niveau de l'eau. Mais il n'en fut rien. Rapidement, les travaux du pont semblent prendre du retard. À la fin de l'année 1558, pour une raison inconnue, le projet des pavillons est abandonné. La galerie n'est toujours pas réalisée au début de l'année 1559. 1559, l'année fatidique où Catherine de Médicis prend le pouvoir à Chenonceau. Nouvelle propriétaire, elle décide à son tour d'embellir les lieux. Elle reprend le projet interrompu par Diane de Poitiers. Elle décide d'en multiplier le faste. De la simple galerie voulue par Diane, elle en fait une galerie sur 2 niveaux. Ces niveaux sont coiffés d'un comble haut pouvant accueillir des logements pour les visiteurs, quitte à obstruer l'axe visuel travaillé par Thomas Boyer. Née à Florence dans la ville du fameux Ponte Vecchio, rien n'arrête la souveraine. Les travaux commencent en 1576. Ils s'achèvent en 1581. Jean Bulan, qui a remplacé Philibert Delorme, en est l'architecte. La galerie se compose au rez-de-chaussée d'une succession de tourelles en demi-lune. Ces tourelles viennent écraser la pointe des avant-becs de la plateforme. Elle s'achève en balcon au premier étage. Au premier étage, noble, les façades sont évidemment et davantage ornées qu'au rez-de-chaussée. Elles ont de hautes fenêtres, coiffées de larges frontons courbes, réunis par des tables horizontales au cadre mouluré. À l'intérieur, les galeries forment 2 espaces superposés de 60 mètres de long sur 5,85 m de large, 18 fenêtres les baignent de lumière. Vers la rive gauche, la galerie devait s'achever par un salon ovale. On conserva finalement le châtelet de Diane, dont l'arrachement est aujourd'hui visible, puisque cette construction est finalement démolie à une date incertaine. La travée centrale, à l'entrée du château, est agrémentée de 2 bustes, et 4 nouvelles fenêtres sont ménagées sur les travées latérales, et ce, afin de gommer l'aspect jugé encore trop gothique du château. Dans le même temps, la façade orientale est modifiée. La petite terrasse entre la chapelle et la librairie est comblée par un bâtiment de 2 niveaux qui vient agrandir la surface disponible. Ce dispositif est finalement démonté lors de la restauration au XIXe siècle
par Félix Roguet, sous la direction de Marguerite Pelouse. Ainsi prennent fin les travaux qui donnent naissance au château que nous connaissons aujourd'hui. À noter, à l'époque de la Renaissance, les commanditaires des châteaux les plus fastueux évitent de s'adresser à un simple maître maçon comme il est alors courant de faire. Ils font appel à l'architecte, lequel, par, je cite, sa science, son expérience et son talent, met en mesure de coordonner les données du programme et d'en donner une résolution optimale. Sa connaissance des hommes et des choses lui permettra, en outre, de choisir les ouvriers les plus qualifiés et les matériaux les plus adaptés au projet. Fin de citation. Catherine Grodecky, page 132 de L'Art de bâtir à la Renaissance, paru aux éditions Picard en mars 1991. Mais à cette époque, l'apparition de l'architecte est encore très récente et il est rarement chargé de la conception jusqu'à l'exécution. Tout au plus, on lui demande conseil. Et il est plus courant de voir les bâtisseurs passer directement les marchés aux différents corps de métier. La profession à peine apparue que la bataille commence déjà. Mais lorsque l'on visite Chenonceau, l'on peut se poser la question. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? Maintenant que nous connaissons l'essentiel de l'histoire et de l'architecture de Chenonceau, n'hésitez pas à aller le visiter pour en découvrir tous les recoins et les magnifiques jardins que nous n'avons qu'évoqués. Enfin, abandonnons-nous au rêve de voir franchir le Cher à Chenonceau, à cheval et les cheveux longs, très longs, au vent, une dragonne cavalière libre et inspirante pour les générations à venir. Chers auditeurs, retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau château surprise forcément passionnant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.